Voilà, on va commencer notre séance. D'abord, merci à vous d'être aussi nombreux pour cette assemblée plénière du Conseil de développement de Nantes Métropole. Je veux d'abord saluer tous ceux qui participent aux travaux du Conseil régulièrement. C'est d'abord eux que je veux remercier ce soir pour leur engagement et leur apport. Il n'y a pas de démocratie sans engagement citoyen. Je voudrais bien sûr aussi remercier pour leur présence ce soir Gilles Retière, président de Nantes Métropole, qui connaît bien le Conseil de développement et qui suit nos travaux avec une grande attention. Je vais le remercier par avance parce que je crois qu'il va nous rejoindre Fabrice Roussel, qui est vice-président de Nantes Métropole, maire de La Chapelle, chargé du dialogue citoyen. C'est aussi quelqu'un qui est attentif à nos travaux. Françoise Gentil, conseillère régionale, chargée de la démocratie locale, elle œuvre depuis longtemps en soutien au Conseil de développement sur le territoire régional. C'est un travail de longue haleine qu'elle accomplit avec opiniâtreté. Et je voudrais lui rendre hommage ce soir. La région a eu un rôle déterminant de soutien au Conseil de développement sur le territoire et il faut le souligner, le rappeler. Je voudrais remercier aussi de leur présence des représentants de conseils de développement voisins avec lesquels nous entretenons des relations régulières. Le président terrien du conseil de développement de Saint-Nazaire, de la Carène, est excusé. Il a eu un petit accident, il a une jambe cassée, donc il est en convalescence. Mais je voudrais souligner la présence de Roger Classine, qui est le nouveau président du conseil d'Ancenis, Jean-François Perrault, de Loire-et-Sillon, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est dans la salle. Ensuite, nous avons également Pierre Brotte qui préside, lui, le conseil intercommunal de Sainte-Luce, Thoiret, Mauves. Gildas Toublanc qui préside le conseil de développement du pays Yon et Vie. Donc, vous voyez que même de l'étranger, on arrive jusqu'à Nantes. Merci à lui d'être présent. Je voudrais remercier enfin les représentants de l'Oran. C'est une agence avec laquelle nous travaillons de façon très, très étroite, de façon régulière et depuis longtemps. Et je voudrais enfin signaler également la présence des représentants du port au plus haut niveau, puisque le président du conseil de surveillance est présent et le président du directoire également, et puis également les représentants de la CCI. Je voudrais maintenant saluer la mémoire de plusieurs membres du conseil qui nous ont quittés cet été. D'abord Jacques Barberousse, le président du Haut Comité pour la défense civile et économique des Pays de la Loire. Le Haut Comité a toujours été très présent dans les travaux du Conseil, notamment en matière de prévention des risques. Je voudrais saluer également René Mariot, qui participait aux travaux comme citoyen volontaire, qui était membre aussi du Conseil intercommunal de développement de Sainte-Luce, Thoiret et Nantes. Et je voulais donc avoir en cette séance de rentrée une pensée pour eux. Alors notre séance d'aujourd'hui est un peu particulière puisque nous allons évoquer une nouvelle saisine de la communauté urbaine relative au débat public sur les futurs franchissements de la Loire dans le cadre d'un grand projet urbain de renouveau du cœur de la métropole. Les enjeux de cette saisine et la manière de l'aborder feront l'objet d'une présentation que va faire Gabriel Vitré aussitôt après mon petit mot, et bien sûr d'échanges avec vous. Mais je veux saisir d'abord cette occasion pour souligner en quelques mots à quel point cette saisine est importante. Elle est importante d'abord parce que c'est la première fois que le Conseil est sollicité, non pas sur un équipement, un plan ou une programmation, mais sur la méthodologie du débat public. C'est une nouveauté qui mérite d'être soulignée et qui reconnaît au Conseil une capacité d'expertise sur la participation citoyenne. À ma connaissance, c'est sans doute même la première fois qu'on ait ce type de saisine au plan national. Donc c'est une originalité locale et on tient à en remercier la communauté urbaine. Cette saisine est d'autant plus importante que la question de la participation constitue une question politique de fond, au moment où les taux de participation aux élections sont souvent faibles et où la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions grandit chaque jour. Il y a là un enjeu démocratique majeur. Les collectivités, face à cette question de la participation, répondent souvent en multipliant les initiatives de démocratie participative,
Après le millefeuille administratif, il y a un risque de créer un millefeuille participatif sans pour autant réussir à satisfaire la demande citoyenne. Nous avons donc là une occasion de formuler des propositions qui soient de nature à renouveler certains dispositifs de participation citoyenne. Cette saisine est importante aussi parce qu'elle intervient en période préélectorale. C'est une nouveauté pour le Conseil, mais c'est aussi une marque de confiance dans son indépendance et dans sa capacité de distanciation vis-à-vis des jeux d'acteurs. Cette saisine est importante enfin parce qu'elle croise une autre réflexion du Conseil, celle qu'il a engagée sur sa propre évolution et sur sa manière de fonctionner. Nous avons eu un séminaire de travail avant l'été pour évoluer vers une assemblée de plus en plus ouverte, ce que nous appelons l'université participative et prospective, ou pour reprendre un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, la cantine du débat. L'appellation, évidemment, reste à trouver. L'idée est de renouveler les conditions du débat public dans des dispositifs ouverts, sans encadrement, et d'inventer de nouvelles règles du jeu démocratique local. Nous ferons d'ailleurs des propositions spécifiques sur ce renouvellement du fonctionnement du Conseil. On peut ajouter à ces éléments le fait que la période qui s'ouvre va voir arriver les nouvelles générations d'élus avec de nouveaux repères qui peut-être généreront une autre manière de débattre des politiques publiques et des projets. S'agissant de cette saisine, chacun l'a bien compris, l'objet n'est pas de se prononcer sur le choix de telle ou telle infrastructure contre telle autre. Chacun des projets mis à l'étude mérite considération, qu'il émane de la puissance publique ou qu'il soit issu d'une proposition de citoyen. Nous devons nous situer à un autre niveau, celui de proposer une manière de débattre, ce qui est un challenge intellectuel passionnant. Pas évident, mais passionnant. Mais évidemment, la manière de débattre n'est pas indépendante du sujet du débat et au-delà des propositions que nous pourrons formuler sur le débat public, puisque c'est ça l'objet de la saisine, évidemment, les membres du Conseil continueront bien sûr à s'exprimer sur les infrastructures. Voilà, au-delà de cette saisine dont nous allons débattre, nous dirons aussi un mot de la réforme territoriale et de la place des conseils de développement dans cette nouvelle architecture territoriale. La coordination nationale des conseils, dont je suis le vice-président, a fait un gros travail de lobbying sur le sujet. Et Gilles Retière et Fabrice Roussel pourront d'ailleurs éventuellement nous en dire un mot, vu de leur place, sur cette réforme territoriale et sur son état d'avancement, car ils sont les acteurs de ce débat national. Avant de laisser place à la présentation détaillée de la saisine et aux échanges, je ne veux pas être très long, mais simplement rappeler que les actes des rencontres nationales qui se sont déroulées à Nantes en février dernier, qui ont accueilli plus de 600 personnes, seront disponibles très prochainement sur le site du Conseil. Ils vont être transmis aux participants pour enregistrer leurs réactions avant de procéder à une édition papier. Et quelque part, ces actes, finalement, seront le fruit d'une élaboration participative des participants aux rencontres nationales. Ces rencontres ont été un moment fort et beaucoup d'entre vous y ont participé. Elles ont constitué un temps de réflexion de haut niveau sur la citoyenneté contemporaine. Voilà, je termine là, simplement en indiquant qu'à l'issue de notre séance, nous nous retrouverons pour un verre de l'amitié. Merci à vous de votre écoute et je passe donc la parole à Gabriel qui va esquisser sans doute quelques propositions autour de la saisine. Merci. Juste quelques mots pour voir un peu comment le Conseil essaie d'approcher cette saisine. Je ne reviens pas sur ce que tu viens de dire, sur le fait que cette saisine est relativement nouvelle pour le Conseil de développement. Je l'ai dit, il y a sans doute assez peu de conseils de développement qui ont été saisis, sans doute, à mon avis, pas du tout sur un sujet comme ça. Et en général, les collectivités, quand elles s'interrogent sur un débat public, ont plutôt tendance à demander à un bureau d'études ou à un organisme spécialisé de lui faire des propositions. Et là, on a une demande qui est faite au Conseil de développement. Juste un petit mot aussi pour
compléter ce qu'a dit Philippe sur la question du climat. Une saisine sur le débat public dans le climat d'aujourd'hui, c'est pas forcément très évidente. Il y a une défiance des citoyens, et nous, on fait des expériences avec les jeunes volontaires du service civique, et ceux d'entre vous qui ont participé se sont rendus compte de l'opinion que peuvent avoir ces jeunes de 18 à 25 ans sur les institutions et notamment politiques. On n'est quand même pas loin du désastre, et c'est quand même intéressant, à entendre. Le rapport au grand projet, alors notamment avec les effets de Notre-Dame-des-Landes ici, hein, mais a aussi changé chez les citoyens. La notion de grand projet est plus forcément perçue de la même manière, et on se retrouve finalement dans un espèce de paradoxe aujourd'hui sur la participation, parce que il n'y a sans doute jamais eu autant de gens qui ont envie de participer. Il y a une demande d'intervention citoyenne, il y a une demande de participation au débat public, au projet, qui est extrêmement importante. Et dans le même temps, le scepticisme n'a jamais été aussi grand vis-à-vis des institutions. Donc il y a ce paradoxe-là à gérer. Et ceux qui ont à gérer, effectivement, sont les élus qui sont en charge de l'administration publique. Et ce n'est pas forcément un sport qui est très facile pour eux. Alors, le contexte dans lequel se situe cette saisine, alors je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, hein, le président de Nantes Métropole connaît le projet mieux que moi. On est dans le cadre d'un projet urbain, en tout cas c'est plus qu'un projet, c'est une démarche urbaine qui consiste à relier un certain nombre de grands quartiers qui forment le nouveau cœur de la métropole, hein. C'est l'île de Nantes, c'est le centre historique actuel, c'est Malakoff et la gare, c'est le Bas-Chantenay et sa rénovation, c'est la ZAC de Pirmil, Rezé-les-Îles. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un cœur ou des poumons, mais en tout cas, c'est là que se joue une partie de l'avenir de la ville. Et la Loire est l'espèce de fil conducteur de ce grand projet-là. Vous avez dans le dossier là, une carte, alors vous ne voyez pas forcément très bien à l'écran, mais que vous voyez mieux dans le dossier qui vous a été remis, qui montre un peu les enjeux de ces secteurs-là. Et dans ces secteurs-là, c'est 200 hectares d'aménagement, d'équipement, de logement, d'activité, avec des gros projets, hein, dont le CHU n'est pas le moindre, mais aussi la gare, etc. C'est 2 millions de mètres carrés qui vont être aménagés, c'est 40 000 habitants, 40 000 emplois supplémentaires dans les 20 ans qui viennent. Donc, autant dire qu'en termes de mobilité future, ça va quand même un peu secouer dans ce territoire, et qu'il va y avoir un besoin de franchissement compte tenu de l'importance de cette dynamique urbaine. Les études de Nantes Métropole indiquent qu'à l'intérieur du périphérique, sur les deux bras de la Loire, on annonce 300 000 franchissements en plus, ce qui est quand même pas tout à fait rien. Donc il va falloir effectivement un certain nombre de moyens de traverser cette Loire. Alors ce projet urbain, c'est à la fois un projet du temps long, puisque c'est un projet des 30 ans qui viennent, mais c'est en même temps un projet avec des décisions à court terme. Si on veut aujourd'hui, compte tenu des procédures techniques, etc., un pont, c'est peut-être 7 ou 8 ans, ou un tunnel dont il est question, ça peut être 10 ou 15 ans. Donc on voit bien qu'il faut prendre des décisions assez rapidement si on veut qu'un certain nombre de ces équipements soient en service au moment plus tard de l'implantation du CHU et d'autres équipements qui arriveront. Mais là encore, je laisserai Gilles Retière en dire plus sur ce projet. Mais en tout cas, c'est un énorme projet urbain. C'est une grosse démarche urbaine et qui va générer un besoin de mobilité important et des nouvelles infrastructures de franchissement. Alors je passe rapidement sur les cartes, hein, puisque vous les avez. Ces futurs franchissements, le Conseil de la communauté urbaine de juin dernier a mis à l'étude ces infrastructures. L'intérêt de ces infrastructures, c'est un cas de figure qui est assez original, parce qu'il y a une espèce de mixité. Il y a à la fois des projets d'infrastructures qui sont portés par la collectivité, qui sont un projet de tunnel entre Trente-Moux et Chantenay, hein, qui est mis à l'étude, et puis un projet d'élargissement du pont Anne de Bretagne. Donc ça, c'est des projets qui sont, je dirais, qui émanent de la collectivité publique, qui résultent des études qui ont été lancées. Et puis il y a d'autres projets qui sont mis aussi à l'étude, je dirais, sur un plan quasi égalité avec les projets publics, qui sont des projets qui sont issus d'initiatives citoyennes. C'est le cas du pont Transborder, enfin, qui est un projet qui est assez bien connu au Conseil de développement, puisqu'on l'a présenté plusieurs fois. Enfin, il a été assez souvent mis à l'honneur. Et puis c'est aussi le cas du projet de téléphérique dont on a aussi reçu les promoteurs ici, et qui émane lui aussi d'une association, etc., locale. Et on voit bien que cette dualité là de projets publics
porté par une collectivité forte, puissante, avec des moyens, etc. Et puis, un autre aspect qui est des projets citoyens, cette dualité-là constitue quand même un cas de figure assez original. Et puis, à ces projets qui sont mis à l'étude, on peut rajouter des études sur l'optimisation du périphérique ouest. Donc, voilà à peu près le contexte dans lequel se situent ces franchissements. Alors, le Conseil, la raison pour laquelle le Conseil de développement est saisi, Philippe l'a dit, il s'agit de faire des propositions sur la nature et les modalités du débat public et de les livrer en avril 2014, après les municipales. On est un peu dans une espèce d'exercice un peu de prolongation de Ma ville demain. Ma ville demain consistait à se projeter à 2030 pour l'ensemble du territoire. Et là, on fait un focus sur un secteur particulier, qui est un secteur important. Mais en même temps, on fait une espèce d'exercice de prospective appliquée, ce qui n'empêchera pas, évidemment, chacun de continuer à s'exprimer sur le choix de telle ou telle infrastructure ou de telle ou telle l'une contre l'autre. Mais là-dessus, la parole est libre, l'écriture est libre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on est bien sur une saisine qui porte sur la nature et les modalités du débat public, c'est-à-dire comment on débat d'un sujet comme ça. Alors, débattre d'un sujet comme ça pour un conseil de développement, c'est assez nouveau, c'est pas aussi simple, et il faut sans doute essayer d'identifier quelques axes de réflexion sur lesquels peuvent se fonder les débats. Le premier axe, c'est comment déjà on identifie les éléments de ce débat. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle simplement de mobilité? Est-ce qu'on parle de tourisme? Est-ce qu'on parle d'attractivité? Est-ce qu'on parle de l'image de la ville, de son rapport au fleuve, à la mer? Enfin, on a vu... quand il y a eu un certain nombre d'articles dans la presse sur des infrastructures éventuelles sur le bras de la Madeleine, ce que ça a pu susciter comme réaction. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité là-dessus. De quel périmètre du débat on parle? Est-ce qu'on parle simplement d'un périmètre de quartier, ou est-ce qu'on parle de commune, ou est-ce qu'on parle de la métropole? Enfin, il y a cet axe-là, il est important à travailler. Il y a un deuxième axe de réflexion qui est l'expression de tous les publics. Alors ça, c'est assez banal, mais en même temps, il faut aussi faire attention. Aujourd'hui, la participation, elle ne se fait plus forcément dans le type de configuration dans laquelle on est ce soir, mais il faut aussi aller chercher d'autres gens. Il y a les sans-voix, les invisibles, etc. Ceux qui s'expriment assez peu et dont il faut aussi aller chercher l'expression. Il y a un troisième axe, alors qui est un vrai sujet de dissertation, qui est de croiser à la fois l'ascendant et le descendant. C'est-à-dire que le descendant, c'est-à-dire que c'est le mode classique aujourd'hui de la décision publique, en tout cas des projets. C'est-à-dire que chacun est un peu en réaction à un projet qui est proposé. Et donc, quand on réagit, on l'enrichit, on le critique, on l'approuve, on va jeter des pierres sur la mairie si on veut, mais en tout cas, on est en réaction à quelque chose qui descend. La question de l'ascendant, c'est aussi de se poser la question sur la part d'initiative des gens, ou la part d'initiative populaire. Comment les citoyens, eux, voient la problématique? Est-ce qu'ils la voient de la même manière que leurs élus? C'est pas toujours évident. Enfin, il faut essayer de croiser ces deux approches-là, et on peut sans doute obtenir des regards sans doute un peu différents. Le quatrième axe, c'est effectivement de s'appuyer sur les expériences des grands débats publics en France. Il y a la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui a œuvré ici pour Notre-Dame-des-Landes et qui œuvrait aussi pour le parc éolien il y a peu. Cette commission du débat public a une vraie expérience. On va recevoir ces deux vice-présidents bientôt, là, au début octobre, puisqu'ils sont eux-mêmes en demande de contact avec les régions, et c'est important de s'appuyer sur leur expérience, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait être fait de nouveau en matière de débat public. Et puis le cinquième axe, c'est la question de la transversalité des échanges. C'est-à-dire que quand on parlait du descendant tout à l'heure, de projets proposés par les élus et les citoyens sont en réaction. Là, cas de figure un peu original, d'un coup on a inversé la chose, puisqu'on a des projets qui émanent d'initiatives citoyennes et qui du coup sont proposés aux élus. On remonte le système, et en même temps il faut non seulement les proposer aux élus, mais le pont Trans-Bordeaux, le téléphérique, ils doivent aussi être proposés aux autres citoyens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une complexité dans le débat qui se rajoute, parce qu'on n'est pas forcément dans des échanges classiques. Et puis à ces axes de réflexion, on peut en rajouter un qui est aussi la consultation, le dialogue avec un certain nombre d'universitaires ou d'intellectuels qu'on connaît un peu sur la participation et qu'on a pu recevoir aux rencontres nationales, qu'il s'agisse d'Yves Saint-Omer, de Blondiot, de Guillaume Gourgue, etc. Enfin, il y a un certain nombre de gens qui aujourd'hui travaillent sur ces questions de participation.
et qui ont une expérience intéressante à faire valoir. Donc voilà les axes un peu sur lesquels on peut se fonder pour essayer de travailler. Alors, dans les méthodes de travail qu'on va essayer de vous proposer, enfin, elles ne sortent pas de ma poche, on a déjà discuté au sein du bureau du Conseil. L'idée, c'est d'essayer, comme toujours, Philippe le rappelle assez souvent dans ses interventions, de capter un peu de diversité et de subjectivité, d'aller chercher un peu partout toutes sortes d'expressions, y compris contradictoires. Et puis d'essayer de croiser un peu tout ça. Enfin, de ne pas se comporter comme un bureau d'études classique ou des experts classiques, mais d'aller chercher des choses un peu plus originales. Alors, on vous propose quatre familles de propositions à travailler. Alors, la première, elle est assez classique. Il s'agit des outils classiques de la concertation, hein, qui sont les réunions publiques, qui sont les documents divers qui sont distribués ici ou là. La manière dont on peut travailler ça, je dirais, c'est plutôt sur le mode Tupperware que sur la réunion publique classique ou la grand-messe. On peut ironiser sur Tupperware, mais c'est une entreprise qui quand même marche pas mal et qui continue à marcher plutôt bien. Et ce mode d'approche est intéressant parce qu'il permet sans doute sur des projets de faire non seulement des grands-messes, mais de faire des réunions publiques de 10-20 personnes qui sont sur les lieux de vie, qui sont sur les lieux de travail, qui peuvent être sur les lieux de loisirs, enfin en tout cas qui peuvent être plutôt ciblés ou en tout cas plus dans ce qu'a pu être Ma Ville Demain avec des micro-débats, avec des choses assez ciblées, et puis de mobiliser aussi tous les outils participatifs existants, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans l'agglomération, dans toutes les communes, qui marchent en général finalement pas si mal, et donc il y a quand même une ressource à utiliser. Mais l'idée de revisiter un peu ces outils à partir de la proximité, à partir du micro-débat peut être intéressante. Après tout, les élus, quand ils font une campagne électorale avant une élection, ils font du porte-à-porte. Hein. Ils peuvent passer beaucoup de temps à faire du porte-à-porte. Ça peut aussi se faire pour un projet. On peut y dépenser la même énergie. Et c'est sans doute sur cet aspect-là qu'il faut aller un peu creuser. Donc ça, c'est la première famille de propositions qu'on vous propose de travailler un peu, de revisiter un peu ces outils classiques. Il y a une deuxième famille sur laquelle on a débattu, mais je pense qu'il me paraît assez intéressant d'insister, qui est tout ce qui tourne aujourd'hui autour de la notion de tirage au sort des citoyens. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui revient à la mode, mais ça n'est pas qu'une mode. Il y a beaucoup d'universitaires qui travaillent aujourd'hui sur la question. Il y a un certain nombre de fondations politiques de droite ou de gauche, que ce soit la Fondapol, qui est plutôt libérale, ou Terra Nova, ou d'autres, qui travaillent sur cette question de tirage au sort en disant, mais voilà, on pourrait au municipal rajouter une part de tirage au sort de citoyens, et puis on pourrait au niveau national éventuellement avoir une assemblée du temps long de gens tirés au sort qui seraient indépendants de toute formule politique et qui permettrait de réfléchir sur du plus long terme. Enfin, il y a quelque chose à creuser là qui est intéressant. Alors, il ne s'agit pas de refaire la démocratie athénienne, on ne va pas refaire Clisthène ou Solon ou Périclès, mais c'est d'essayer de réfléchir à ça, et d'autant plus qu'on se rend compte que la démocratie représentative, qui est le système dans lequel on vit, hein, notamment depuis les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, mais de temps en temps, on se rend compte aussi qu'elle a besoin d'être forcée un peu. On l'a bien vu sur la question de la parité, par exemple. Sur la question de la parité homme-femme, s'il n'y avait pas eu un petit coup de pouce un peu plus fort, les choses n'auraient pas forcément bougé aussi bien. Donc on voit bien que cette question du tirage au sort, c'est une vraie originalité. Et je pense que Nantes marquerait, qui a toujours été en pointe, notamment sur la question de mobilité, marquerait une vraie originalité pour essayer d'aller travailler là-dessus. Alors, cette question du tirage au sort, elle commence à être utilisée aujourd'hui. Ça existe dans les panels citoyens, dans les ateliers citoyens, qui existent dans les collectivités, mais souvent on prend 20 ou 30 citoyens. Et puis l'expérience montre que si on les encadre bien, on peut en général obtenir la bonne réponse. Mais il y a quelque chose à faire de plus puissant que ça. Alors l'idée du Parlement citoyen tiré au sort, c'est une grande idée. Hein. Alors,
Pour ceux que ça intéresse, il s'est passé des choses en Islande il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Quand je dis ça, ce n'est pas forcément une critique du panel citoyen, ça fonctionne, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Mais je pense qu'il faut passer à un stade au-dessus. Et Nantes pourrait être la métropole. Et je pense qu'elle marquerait une originalité en essayant d'aller au-delà des simples techniques qui sont utilisées aujourd'hui. Et cette question du tirage au sort, c'est un vrai enjeu et ça va sans doute le devenir. Ce sera une question démocratique qu'on va voir sans doute de plus en plus à l'ordre du jour. La troisième famille de propositions qu'on met au débat, alors évidemment, c'est la question du numérique. Alors j'en vois un certain nombre au Conseil qui disent ça y est, Vitré va encore nous sortir le numérique, etc. Mais c'est quelque chose là aussi d'extrêmement important. La question numérique, on peut se dire qu'on résiste, qu'on regarde ça d'un peu de loin, etc., ou d'un peu de haut. Qu'on le veuille ou non, le numérique, ça bouleverse votre vie. On y est dedans jusqu'au cou. Et on va y être de plus en plus. Et que de toute façon, ça passe par là. Qu'un certain nombre de mobilisations citoyennes, il suffit de regarder ce qui se passe dans l'actualité depuis quelques jours. On voit comment les réseaux sociaux peuvent mobiliser des gens pour X causes de manière extrêmement importante et à très, 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 très grande vitesse. Et que ça ne sert à rien de dire tout ça, je vois ça de loin, ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et il y a quelque chose à travailler là-dessus. On appelle ça le laboratoire citoyen numérique, ça mérite d'être travaillé, mais Nantes a l'intérêt de disposer d'un certain nombre de forces importantes en matière de numérique. Il y a une cantine numérique, il y a une organisation qui s'appelle West Media Lab avec laquelle on a commencé à travailler sur ces questions-là, et des médias comme Télé Nantes, comme TV Rosé, etc. Enfin, il y a beaucoup de force ici, et le débat public ne se fera pas sans qu'il y ait un outil de ce type, et un outil qui pourrait être conçu à partir de compétences locales. Aujourd'hui, il existe des tas de trucs. Google peut déjà vous proposer des tas de systèmes d'analyse dans tous les sens, et ça fonctionne très bien, mais d'essayer d'avoir un outil qui soit bâti à partir des ressources qu'il y a ici, et ça permet aussi de toucher d'autres catégories. Alors, tout le monde n'est pas geek, tout le monde n'a pas 2 ou 3 smartphones dans sa poche, mais il suffit de regarder ce qui s'est passé en quelques années. Tout le monde en a de plus en plus, tout le monde est en plein dedans, et ça va de plus en plus vite, et c'est quelque chose auquel on ne pourra pas échapper. Et comme il y a des ressources ici, sur un sujet comme ça, c'est extrêmement intéressant de travailler là-dessus. Parce que sinon, les mobilisations, elles peuvent aussi se faire sans qu'on les prévoie. Je veux dire, si on peut, là on est entre nous, mais je veux dire, le tunnel, il peut être lui-même chargé de plein de symboles sur lequel on peut faire une page Facebook très très vite pour dire que ça va bouleverser la géologie du territoire. Et en 3 jours, on peut avoir 15 000 fans. Donc, ça veut dire que ça mérite d'y réfléchir un peu, quoi, à ces questions numériques. La quatrième famille de propositions, alors là aussi, c'est un thème qui est à la mode, mais c'est ce qu'on appelle la question du design des politiques publiques. C'est-à-dire que le design, ça consiste à mieux vendre un produit, mais aussi à mieux le fabriquer, mais surtout à le fabriquer avec l'idée de l'utilisateur. Alors, cette question du design public, elle est étudiée notamment par un labo qui travaille pas mal ici avec la région, qui s'appelle la 27e région. Il y a une plateforme régionale d'innovation qui d'ailleurs se réunit ce soir et qui traite de cette question du design des politiques publiques et qui répond à un principe simple, c'est de dire à quoi ressemble l'action publique si on la conçoit dès le départ avec les habitants. Et dans lequel, du coup, l'habitant a une valeur de construction de la politique et pas simplement une valeur de consultation. Et donc, du coup, on peut obtenir des choses très différentes. Ça se pratique dans les pays de l'Europe du Nord déjà depuis très longtemps. Comment on peut, avec les habitants, avec une nouvelle ergonomie démocratique, prévoir suffisamment en amont tel type d'équipement, quelles sont les réactions des gens, et comment on peut l'améliorer par rapport à ça. Et ça vaudrait le coup de tester ce concept, qui est un concept un peu nouveau, ce design des politiques publiques, mais de le tester sur cette question du projet de franchissement de Loire, en tout cas sur cette question du débat public. On aurait, je pense, quelque chose d'original à faire là-dessus. Donc voilà, les 4 familles, donc c'est des thèmes qui sont un peu nouveaux pour les conseils de développement, mais en tout cas ce sont des thèmes un peu originaux et qui permettraient une approche un peu différente. Et puis enfin, le rôle du conseil dans cette histoire-là pourrait être effectivement celle
celle d'un garant, c'est-à-dire que le Conseil n'a pas vocation ni les moyens à organiser le débat public. Hein. Il sera fait par des gens qui ont les moyens et par d'autres structures. Mais le Conseil pourrait être ce qu'on appelle le garant, comme ça se pratique aujourd'hui pas mal dans la concertation publique, c'est-à-dire d'être celui qui vérifie un certain nombre de principes retenus, qui regarde comment ça se passe, qui est une fonction un peu différente de ce que sont dans certains débats une autorité morale qui est chargée de l'organisation, elle, du débat. Mais là, du coup, c'est autre chose. Être le garant, c'est simplement de regarder dans les propositions qui seront faites par le Conseil ce qui aura été retenu. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être retenues, d'autres qui ne le seront pas. Enfin, c'est la règle du jeu entre la collectivité et le Conseil de développement. Mais en tout cas, d'être un peu le garant d'un certain nombre de principes qui auront été retenus. Donc voilà ces grandes familles de propositions. Sur la méthode, sur l'approche du Conseil, bon, j'y reviens pas. Hein. Il y a une latitude de propositions intéressante. Cette saisine de la communauté urbaine, elle permet de se lâcher un peu, c'est-à-dire de ne pas hésiter sur le type de proposition qu'on peut faire. On est vraiment dans la prospective appliquée et il n'y a pas de raison de se censurer. Après, Nantes Métropole fera ce qu'elle voudra des propositions, mais plus elles seront riches, plus ce sera intéressant pour tout le monde. Sur la méthode de travail, on a choisi de proposer des rendez-vous réguliers plutôt qu'un groupe spécialisé. On s'est dit, si on fait un groupe spécialisé, il va très vite être composé d'experts qui vont s'accaparer le sujet et on va parler plus franchissement souvent que débat public. Et donc l'idée, c'est de faire plutôt un moment. Et donc, vous verrez dans les calendriers, hein, tous les 15 jours, ou à peu près, on essaiera de se retrouver, de débattre des propositions là, qui ont été faites ici, et puis de rencontrer des experts, et puis d'auditionner tous ceux qui auront envie de l'être. Pour que comme la façon de débattre n'est pas indépendante du sujet, la communauté urbaine avait indiqué qu'elle fournirait un certain nombre d'études techniques qui ont déjà été réalisées, notamment sur les flux de circulation. Ce serait effectivement important pour les membres du Conseil, au moins de pouvoir les consulter, qu'on puisse les mettre à disposition pour que chacun puisse quand même voir voilà, quels sont les volumes de flux entre tel et tel secteur. Ça permet quand même de nourrir un peu le débat et de mieux discuter des propositions qui peuvent être faites après pour en discuter. Donc voilà la méthode. Le calendrier, on l'a dit, hein, l'échéance des propositions, c'est avril 2014. On a pensé qu'il pourrait y avoir dès l'automne une note d'orientation, au moins qui soit remise au président de Nantes Métropole. Cette note d'orientation reprendrait un peu les grandes lignes déjà des propositions, sans rentrer dans le détail, mais ça permettrait, avant que d'autres débats ne commencent dans le territoire, voilà, de donner quelques repères. Après, chacun se positionne là-dessus comme il le veut, mais cette étape-là me paraît importante. Et dans les premières séances, mais vous avez déjà reçu le calendrier, oui, il est sur le site internet. Le 30 septembre, on aura une première séance de travail interne où on commencera déjà à réagir un peu à ça et à dégrossir ça. Et dès le 7 octobre, on rencontrera les 2 vice-présidents de la Commission nationale du débat public, qui sont Jacques Archimbaud et Laurence Manoyer, et qui ont été nommés assez récemment, hein, puisqu'ils sont là depuis le début de l'année, et qui sont, eux, très, très demandeurs de confronter un peu les expériences et de regarder un peu ce qui se passe dans les territoires. Et puis après, on aura comme ça toute une série de rencontres sur les thèmes qu'on a proposés. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, je m'arrête là. Bien, merci Gabriel. Peut-être avant de rentrer dans l'échange entre nous, je vais demander au président de Nantes Métropole, Gilles Retière, peut-être de venir nous dire 2 mots sur ce que Nantes Métropole attend du Conseil de développement, et est-ce qu'on est dans le scope de ce que vous attendez. Merci. Bonsoir à l'Assemblée générale du Conseil de développement. 2 ou 3 mots. Hein. Oui, je crois que le sujet est bien planté. Toutefois,
on a besoin de franchir la Loire parce qu'il se passe des choses de part et d'autre de la Loire et dans l'île qui est au milieu de la Loire. Donc, ce n'est pas uniquement un débat sur les franchissements, c'est aussi lié à toute l'urbanisation, la densification, notamment en termes de fonctionnalité, qui doit apparaître dans cette zone centrale de l'agglomération. En disant ça, je ne vous demande pas de discuter de certaines fonctions qui s'implantent dans cette centralité. La gare de Nantes, elle reste là où elle est. D'accord, le CHU, ah oui, non, mais parce que sinon on peut tout refaire. Le CHU, la communauté urbaine a pris une décision quant à l'implantation et le gouvernement a envoyé une lettre en disant que maintenant on pouvait travailler sur cette base-là. Autre sujet qui peut influer, le grand port maritime fonctionne et nous souhaitons qu'il fonctionne. Donc, ce sont quelques éléments qui font que le sujet a des incidences sur ce que nous pouvons faire. Maintenant, si vous souhaitez que dans le futur cœur de l'agglomération, on y implante telle ou telle fonction centrale de l'agglomération, ça peut aussi se discuter. Et donc, ce fonctionnement global et cette intensité dans le cœur de l'agglomération, ça rajoute des modalités de déplacement à ce que l'on connaît déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle le sujet devient un peu plus complexe. Et au départ, je crois qu'on a une approche voiture, mais ce n'est pas qu'une approche voiture. C'est bien l'ensemble des modes de franchissement et des lieux de franchissement. Nous avons commencé à faire deux choix, peut-être. Nous demandons des études techniques sur le tunnel, études techniques qui ne préjugent pas d'une décision finale. Parce que dans un secteur situé entre Chantenay, 30 Moules Port à Bois et les Quais, pour être allé visiter le pont de Bordeaux, on sent que le pont de Bordeaux, le pont Chabandelmas, poserait là sans doute plus de problèmes qu'il n'en résolverait. Maintenant, vous pouvez réintroduire aussi ce type de franchissement. Mais on ne sait pas où mettre un tunnel. On ne sait pas où mettre un tunnel. Donc, pour essayer de comprendre quels sont les problèmes, il faut que l'on fasse des investigations, notamment des sondages dans le sous-sol, parce que peut-être qu'il n'est pas possible. On n'en sait trop rien. D'autre part, on sent bien que dans l'île de Nantes, il faut augmenter la desserte en transport en commun structurant. Et donc c'est la raison pour laquelle on a demandé une étude pour voir comment on peut faire passer le tramway sur le pont Anne-de-Bretagne, pour qu'évidemment il irrigue l'île de Nantes, mais il se maille aussi avec la ligne 1 de tramway. Et vous pouvez prolonger le propos. Donc c'est aussi l'idée d'avoir un réseau structurant de transport en commun qui ne soit plus autant radial que ce qu'on connaît, mais qui soit beaucoup plus maillé. Donc c'est aussi des propositions pour d'autres développements dans le futur. Donc voilà le sujet, c'est quelle intensité donne-t-on à ces ensembles qui sont dans l'île de Nantes et sur les deux rives, de la gare de Nantes jusqu'au port à bois et jusqu'à Rochemaurice. Que fait-on de ce centre vital de notre agglomération et comment y accède-t-on et comment le franchit-on? Donc on a expérimenté
quelques modes de débat, hein. On n'a pas été aussi loin que ce que vous proposez aujourd'hui. J'étais un peu surpris quand même par votre qualificatif. Vous parlez de désastre, vous parlez d'un scepticisme dans les relations entre les habitants et les décideurs. Bon, peut-être que je vois mal ou j'entends mal, mais je n'ai pas complètement cette vision. Mais bon, c'est peut-être ce que vous avez exprimé en conseil de développement, donc j'aimerais bien que vous me le réexpliquiez. On a fait un débat sur comment serait Nantes en 2030, comment vivrait-on à Nantes. On y a mis 2 ans et demi. Bon, je pense que là, on a contribué un peu à modifier les façons d'en discuter. Vous en proposez d'autres, c'est très bien. Ça permet de compléter. On a esquissé des nouvelles formes de participation sur le plan de déplacement urbain, sur l'atelier climat, sur les implantations d'antennes téléphoniques. Bon, c'est du classique, hein. Maintenant, nous, ça nous intéresse d'avoir votre regard sur d'autres modalités. Hein. Alors, en utilisant ce qui se fait en France, je sais qu'à Bordeaux, ils envisagent un autre pont prochainement et qu'ils ont là aussi fait un débat assez conséquent en amont. Donc, à voir. Et puis, regarder un peu tout ce qui a pu se faire en France et à l'étranger. Donc, oui, effectivement, on attend de vous des propositions pour faire des débats en associant des personnes diverses et variées. Alors moi j'ai un souhait, vous avez parlé peut-être de désastre à propos des débats sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il faut que tout soit mis sur la table en même temps. Et le problème du grand débat public sur Notre-Dame-des-Landes, c'est que tout n'a pas été mis sur la table à ce moment-là. Donc, il y a les formes du débat, mais aussi qu'est-ce qu'on doit mettre au débat d'entrée, pour qu'on ait tout et que l'on n'y revienne pas 2 ou 3 ans après en disant cet aspect-là, ça mérite une enquête particulière. Non, essayons d'avoir tout en même temps. Merci, Monsieur le Président. Donc, la parole est à la salle. Donc, allez-y, exprimez-vous. Vous avez à la fois entendu ce que Nantes Métropole attend de nous et vu les pistes qu'on a proposées avec Gabriel sur ce débat public pour lequel on nous demande de faire des propositions en termes de méthodologie. Alors, qui veut commencer? Manuel. Bonsoir, Manuel Gainas. Je voudrais poser juste une petite question. Sur la plaquette qui nous a été distribuée, on voit beaucoup de choses qui concernent la commune de Nantes. Or, nous sommes le conseil de développement de Nantes Métropole qui comporte 24 communes. Est-ce que c'est fortuit ou bien c'est voulu, le fait que la majorité des projets qu'on voit apparaître sont sur la commune de Nantes? La majorité des projets? Oui, on parle bien du cœur de l'agglomération. Donc ça concerne Nantes, Rezé, un peu Bougnay. Mais ça ne veut pas dire que sur les autres communes, il ne se passe rien. Mais la problématique, c'est la concentration d'événements sur cette partie centrale de part et d'autre de la Loire. Mais la lettre de saisine de Nantes Métropole ne nous limite pas à réfléchir à ces seuls espaces-là. On voit bien que la question du franchissement, elle déborde de ces espaces-là. Il y a des gens qui passent du nord au sud et qui viennent évidemment de bien plus loin. Donc à nous de réfléchir au bon périmètre par rapport à la question. Ce n'est pas tout à fait le même problème, mais nous sommes aussi en réflexion sur le passage par le bac d'Indre et des modalités avec du transport en commun, des P+R. Enfin, mais c'est un peu une autre dimension, quoi. Mais vous pouvez l'aborder aussi si vous voulez. Alors, quelqu'un d'autre? Oui.
Yves, Robin. Celui-là, il marche mieux. Oui, oui, donc on a dit avril 2014, il faudra valider ce qu'on aura débattu, mais comme il y a des élections dites municipales et même un peu plus larges, puisque le conseil communautaire sera maintenant avec des élus pré-ciblés sur des listes, comment ne pas mélanger nos débats avec les, comment dire, les projets de campagne? Parce que c'est ça le problème là, le projet de campagne. Parce que sinon, bon, bah, le cœur de ville, c'est vrai que bon, bah, autour de la Loire, maintenant, c'est la nouvelle centralité. Là, il n'y a pas de débat, mais c'est surtout par rapport, ça vient se percuter avec cette campagne électorale. Moi, je vais répondre éventuellement, vous compléterez, mais l'idée de rendre après les élections me paraît plutôt pertinente. Je veux dire, on ne sait pas ce qui va sortir des élections. Par définition, les électeurs choisissent leurs élus. Et donc, nous, on ne propose pas de faire un pont comme ci, ou un pont comme ça, ou un téléphérique comme ça. On doit proposer des modalités d'organisation du débat public pour les futurs franchissements. Et donc, la future majorité recevra nos propositions de méthodologie. Et c'est seulement après que le débat public sur les franchissements sera engagé. Enfin, je pense que... Oui, pour ce qui me concerne et avec mes amis, je crois qu'avant l'élection municipale, on ne mettra pas dans le programme quelque chose déjà sur tel ou tel franchissement. On vous demande de contribuer à l'organisation d'un nouveau débat, c'est pour qu'on mette tout sur la table après. Et, il peut y avoir certains qui avancent telle idée, mais aujourd'hui... ceux qui sont actuellement à la majorité de la communauté urbaine ne vont pas aller plus loin dans une proposition dans un sens ou dans un autre. Oui, André Arbroto. Je voulais poser une question que j'ai envie d'aborder dans les ateliers qui vont avoir lieu, mais je profite de la présence des élus là pour l'évoquer. C'est peut-être la palissade, mais quand même, ça me permettrait personnellement de bien éclaircir le sujet. Est-ce qu'on peut parler, c'est indiqué sur les tableaux, débat public sur les franchissements de Loire? Est-ce qu'on peut compléter le titre en disant débat public sur les franchissements de Loire en liaison avec le Grand Cœur de Nantes? Parce que Gilles Rottière a évoqué certains projets déjà actés ou presque, mais si on disait aux gens dans le débat public, ce sont les franchissements de Loire en lien avec le Grand Cœur de Nantes, pour moi, ça éclaircirait la chose. Est-ce que je suis dans le vrai? Bonsoir à tous. Enfin, je crois que ça peut être une précision utile, parce que de toute façon, quand on lit la demande du Conseil de Nantes Métropole, elle est au cœur de ce sujet-là. Donc, pour nous, si ça peut simplifier certaines entrées dans la façon de réfléchir à cette question, je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés. Oui, je crois que d'ailleurs Gilles Rottière l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on prend en compte dans notre réflexion le fait qu'il y aura un CHU d'implanté sur l'île, qu'il y aura une nouvelle gare de réaliser. Donc tout ça, c'est bien le cœur proprement dit, et c'est à partir c'est pour faire fonctionner ce cœur qu'il y aura à un moment besoin d'améliorer la question des franchissements. Emmanuel Torlasco. Bonsoir. Emmanuel Torlasco, Conseil de développement Nantes Métropole. J'ai bien noté qu'on était saisi sur une méthodologie. Les axes, les 4 familles de propositions qui nous ont été présentées me paraissent être plus des moyens que des objectifs. On est d'accord là-dessus. Et dans une méthodologie, il y aurait place aussi, puisque les moyens servent à arriver à un objectif, à poser des principes d'action. Là, on a posé les moyens de l'action, qui sont ces 4 familles, et les principes d'action, c'est-à-dire quels sont les principes presque philosophiques, mais sur quoi on se base pour qu'un débat fonctionne. On peut en donner des principes de base qui sont l'écoute, l'égalité entre les personnes, etc. Mais je pense que ce sont des éléments
qu'il faudra peut-être définir dans une méthodologie de débat public, qui sont sur quels principes d'action on se repose pour poser un débat public. Il en existe, on peut aller sur les principes de Rio de 1992, il y en a tout un tas d'autres, mais je pense que cette question-là pourrait être aussi débattue. Bonne proposition. Je pense qu'on pourra travailler sur ces questions-là dans nos premières rencontres, avec notamment les représentants de la CNDP, la Commission nationale du débat public, particulièrement. Alors, oui, qui... Oui, alors Gilles Dastoublanc du pays Yon-Évy. Alors Yon-Évy, c'est en Vendée, à côté de La Roche-sur-Yon. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec Nantes. Par contre, la saisine en elle-même, ça peut effectivement intéresser les Vendéens, parce que traverser la Loire, effectivement, ça pose quelques problèmes, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est votre façon d'aborder les choses, comment vivre et animer la démocratie citoyenne. Donc ça, l'axe paraît très intéressant au niveau de la construction du débat, et je vais suivre avec grand intérêt votre progression, puisqu'on voit qu'il y a tout un tas d'idées nouvelles qui fusent, et je pense que, à mon avis, c'est vrai que les saisines, elles ont des côtés techniques, mais comment aborder le débat, je pense que c'est vraiment une réflexion très intéressante. Ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera, on accueillera les membres du Conseil. Pierre Biche. Ah, d'accord. C'était juste pour me... Oui. Une dame, enfin. Je ne vois pas. Ah oui, d'accord. Bonjour, je suis nouvelle, Marie-Laurence Dieudonné, donc j'aimerais participer au Conseil de développement. Je me posais la question, puisque M. Rottière disait qu'il fallait absolument mettre tout sur la table en même temps et qu'il n'y ait pas ces problèmes de décalage qu'on a connus avec l'aéroport, dans la mesure où déjà on n'est pas sûr qu'il y ait une possibilité de tunnel, de creusement de tunnel, si c'est possible ou pas de le faire dans la Loire, puisqu'on n'a pas les études techniques. Est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait déjà des certitudes, enfin, alors, sur la possibilité? Est-ce que vous voulez donner... Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de certitude. Pour être allé à Bordeaux, voir comment les Bordelais ont étudié l'affaire, on n'est pas dans la même situation. C'est ce que j'ai compris. On a la Garonne qui est beaucoup plus large que la Loire. On a des circulations à Bordeaux qui se font en bord de quai et non pas en arrière comme nous. On a un port qui est installé en aval et quelques bateaux qui viennent dans, je ne sais pas comment on appelle ça, le quai de la Lune, là, où juste devant les Quinconces, port de la Lune, oui. Donc on n'est pas dans les mêmes contextes. Et donc nous, disons qu'on venait, le sujet n'est pas identique. Maintenant, moi je ne sais pas si on va trouver de la vase, si on va trouver la roche du Sillon de Bretagne, et où on peut se raccorder. C'est des éléments techniques qu'on va essayer de fournir pour les mêmes périodes. Hein, c'est-à-dire, avant l'été 2014, on espère avoir ces éléments-là. Peut-être qu'il y a une raison qui fera qu'on ne pourra pas le faire. Mais au moment du débat, on l'aura, oui. Ça, oui. Merci. Yves Lenné. Yves Lenné, Conseil de développement. Je voudrais d'abord me permettre de féliciter l'intervenant précédent, car la question ville-port est essentielle. Est-ce qu'elle appartient au franchissement? Certainement, dans une certaine mesure, oui. Et les exemples des autres grands ports maritimes, comme Marseille, qui a une convention d'interface ville-port, comme Bordeaux aussi, qui se préoccupe beaucoup d'autres questions, sont là. Mais en ce qui concerne proprement les franchissements, je suis perplexe à deux sujets. Le premier, c'est la parenté des
des propositions. Le deuxième, c'est le périmètre. La parenté des propositions, il est dit dans ce papier, dans le papier qui nous a été lu, que le tunnel et l'élargissement du pont Anne de Bretagne serait dû à l'action publique, enfin à la collectivité, et que le transborder et le téléphérique seraient au contraire des propositions de la société civile. Moi, je dirais que nous sommes les trois quarts. Nous avons intervenu dès novembre 2009 en proposant, en présentant des réflexions à la fois géologiques, économiques, de flux, etc., sur le sujet. Et moi, je dis donc que la proposition de la société civile, elle concerne 3 équipements sur 4, et seul l'élargissement, on n'y avait pas peut-être trop assez pensé. Le deuxième, c'est le périmètre, et je vais arrêter avec cela. Le périmètre, selon nous, il y a bien 2 types de flux et 2 types d'approches. J'ai fait une contribution à ce sujet pour préciser que la problématique du délestage de Cheviré et la problématique de l'innervation, on peut dire, de l'île de Nantes sont essentiellement différentes et j'espère qu'on en tiendra compte. Nous n'avons pas été très nombreux à faire des interventions, des contributions suite à ton appel, mais on a tout le temps de le faire. Merci. Oui, il y a déjà eu pas mal de contributions, donc effectivement tu en as commis, mais il y en a eu d'autres. Et donc, bien entendu, après notre assemblée plénière et dans le cadre du travail, on compte sur vos contributions. Sur la question du port, je pense que je saisis l'opportunité, puisque les 2 présidents sont là. Probablement, on serait intéressé par une audition pour parler du port de Nantes, des quais de Nantes, bien sûr. Oui, alors... Anne Bauger, dans le Conseil de développement. Moi, je voudrais juste faire une remarque. Je crois qu'il faut que nous soyons très, très vigilants. On ne nous demande pas de réfléchir sur les différentes hypothèses de franchissement de la Loire ou d'amélioration du franchissement. On nous demande de réfléchir sur la méthodologie, ce qui est totalement différent. On n'est pas sur le contenu, on est sur le contenant, sur la méthodologie. Et d'autre part, en ce qui concerne la concertation, est-ce qu'il s'agit de faire un appel à idées, c'est-à-dire que les élus, on n'a pas d'idée du tout, on vous demande de nous faire plein de propositions, ou alors est-ce que la concertation doit porter sur des hypothèses de travail? Donc moi je considère que le tunnel, l'élargissement du pont de Bretagne, ce sont des hypothèses de travail. Il faut bien qu'à un moment donné, les élus posent une hypothèse, sinon on va réfléchir dans le vide. Donc ça ne me paraît pas du tout contradictoire qu'on nous parle de ce tunnel, de l'hypothèse du tunnel, même si on ne sait pas à l'heure actuelle si c'est réalisable ou non. Voilà, je crois que les études dont j'espère nous aurons effectivement la possibilité de les consulter révèlent qu'il y a, je crois, 300 000, ça a été dit par Gabriel, 300 000 franchissements supplémentaires par jour à l'horizon 2030. C'est ce qui semble ressortir. Déplacement, voilà. Et sur l'agglomération. Voilà, enfin, c'est important qu'on ait ces éléments-là. Après, évidemment, il faut pouvoir répondre à cette croissance des mobilités par des transports en commun, par des transports doux, par l'automobile certainement. Et les ouvrages devront permettre tous ces modes. Et donc, voilà, c'est ouvert pour nous, même s'il y a des pistes qui ont été ouvertes. Comme l'a dit le président, le tunnel est une solution qui paraît intéressante a priori, mais après, si effectivement, techniquement, c'est pas réaliste, voilà. Mais on est bien d'accord. Nous, on n'a pas donné un avis sur il faut faire un tunnel ou il faut faire un téléphérique. On a, nous, à proposer une méthodologie de débat autour de cette question des franchissements. Évidemment, quand le débat lui-même sera organisé, il y aura là des choses relativement précises, très précises, sur les modes ou sur les franchissements proposés. Alors, qui a le micro? Henri Favre. Henri Favre, Conseil de développement de Nantes.
Moi, c'est sur la notion de périmètre. Effectivement, comme l'a souligné Emmanuel tout à l'heure, les documents proposés centrent sur un petit espace. Déjà, je pense qu'on est dans une communauté urbaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va consulter que les gens de ce périmètre? Est-ce que ça va être soumis à l'ensemble des citoyens de la communauté urbaine? Sauf si par préalable on disait qu'ils ne seraient pas contribuables pour financer les ouvrages, ce qui me paraît une hypothèse qui va être écartée. Et puis un cœur, c'est un élément dans un ensemble plus vaste, dans un corps. Et quelles vont être les relations plus générales entre ce cœur et l'ensemble de l'aire d'influence de ce que je crois il faut appeler la métropole nantaise. Pas de problème. Hein. Le débat n'est pas réservé qu'à ceux qui habitent ou travaillent dans le périmètre. Hein. C'est tout le monde. C'est évidemment ceux qui ont comme destination ou comme point de départ ce périmètre-là. Ils peuvent être résidents de l'agglomération. Ils peuvent même ne pas être des résidents de l'agglomération. C'est un peu tout l'ensemble urbain. Et puisqu'il y a le président du conseil de développement du secteur lyonnais, de La Roche-sur-Yon, le président du conseil général de Vendée, Bruno Retailleau, est venu nous voir un jour en nous disant « L'agglomération doit résoudre ses problèmes en son sein. Parce que nous ne demandons pas plus de grands ponts plus loin, mais permettez-nous d'accéder en résolvant vos problèmes. » Et donc, c'est pour ça qu'aussi, il faut que ce soit centré, parce que sinon, on va aller parler d'un grand pont fictif, on ne sait où. Donc, c'est en amont du pont de Cheviré, quoi, hein, et dans la centralité de Nantes. Personnellement, j'habite pas dans le périmètre, mais j'espère bien pouvoir donner un avis sur ces aménagements futurs. Alors, qui a encore oui. Oui, Simon Prévost. Je pense qu'il ne faudra pas oublier les jeunes, peut-être trouver des nouveaux moyens de levier avec les jeunes. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Je sais que les jeunes aiment bien les apéros, donc c'est peut-être aussi un timing à trouver avec eux. Donc voilà, ce sera les premiers utilisateurs des franchissements et des moyens de transport public. Et il ne faudra pas oublier également la Loire en tant que telle, en tant qu'entité, en tant que fleuve, avec ses problématiques d'envasement, etc., de quais fragiles. Donc il ne faudra pas oublier le fleuve en tant que tel. Merci. Hélène? Oui. Pardon. Alors Hélène, il y avait apparemment des gens qui avaient pris rang d'abord. Jean-Claude Charrier, Conseil de développement. Dans les éléments de débat, il me paraît très important qu'on ait le maximum de transparence. Et je crois qu'il faut que l'open data joue pleinement. Je pense en particulier à des études qui ont déjà été faites sur les volumes de transit, sur les différents flux, notamment une étude MVA Arcadis de 2011, je crois, et qui me paraît quelque chose d'incontournable pour savoir de quoi on parle. Parce que c'est vrai que ça me paraît quand même une bonne information généralisée. C'est effectivement ce qui est au départ indispensable. Deuxième élément, et c'est une question que je voulais vous soumettre, dans cette présentation, il n'est pas du tout fait allusion aux médias, aux journaux, à l'information. Je pense que effectivement, c'est un élément sur lequel il faudra discuter parce que on voit bien qu'en permanence, les médias sont sous la pression de différents groupes, de lobbies, et à la limite amplifient parfois de façon excessive peut-être ce qui peut être des positions intéressantes, mais qui ne sont pas forcément partagées par tous. Donc je pense qu'il faudra qu'il y ait une réflexion aussi sur la place des médias dans ce dispositif. On reconnaît bien là l'observatoire des médias, l'animateur de l'Observatoire des médias. Alors Marc Porrier et après Hélène. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais simplement parler de la vétusté des équipements qui existent aujourd'hui, qui sont d'abord le pont de Saint-Nazaire,
hein, le périphérique, et éventuellement à savoir ce qui va se passer avec le pont de Cheviré. Comment ça va se passer pour cet ensemble de passages, hein, au-dessus de la Loire. Donc voilà. Quoi, ils sont si fragiles que ça? Bon, on intègre bien sûr ta question. Alors, Hélène, oui, pardon. Oui, bonsoir. Hélène Combe de la Fuente Martinez, donc de la chaire partenariale Développement humain, durable et territoire, dont le Conseil de développement et Nantes Métropole sont membres, et Observatoire de la décision publique. Alors, quelques réactions et quelques propositions. D'abord, effectivement, une saisine avec page blanche est à saluer et renvoie aux travaux qu'on avait fait entre les communautés urbaines et les conseils de développement il y a quelques années, plusieurs sont là. Moi, il me semble que quand on parle de débat public aujourd'hui, et justement pour marquer l'innovation d'un territoire, il s'agira non seulement de faire des propositions sur comment être dans une logique de démocratie participative, donner un avis, mais aussi comment être dans une logique de démocratie collaborative, c'est-à-dire de parler des engagements et de la répartition des rôles. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a effectivement un chef de file qui est la collectivité sur les choix à faire sur les politiques publiques, et puis il y aura des choix à faire par le monde associatif, par le monde économique, par les citoyens que nous sommes, sur la façon dont on vivra ce franchissement. Alors à partir de là, sur le mode Tupperware, je peux que saluer ça, et on pourrait aussi tirer les enseignements des travaux qu'on a fait sur indicateurs de richesse en Pays de la Loire, puisque le principe, ça a été ça, non pas d'organiser des débats, mais de faire des appels à débats qui sont organisés dans la proximité, dont les entreprises, les gens les ont fait avec leurs voisins, etc., etc. Ce qui va impliquer de parler de questions simples et de changer peut-être de termes. Alors, j'enfonce une porte ouverte, quoique on parle ici de franchissement de la Loire. Donc ça, c'est un terme urbanistique. Quand on parle dans la vraie vie, on parle de la traversée. Ce qui nous parle du plaisir du moment, hein, parce qu'on peut aussi la traverser en barque, et puis de ce qu'on y fait avant et de ce qu'on y fait après. On l'a un petit peu évoqué. C'est important que vraiment on soit clair par rapport à ça. Sur le tirage au sort, là aussi, clin d'œil à des propositions qui m'avaient valu la foudre de Michel Delebarre en 99 pour le Conseil de développement, mais réfléchir à un tirage au sort qui ne soit non seulement à partir des listes d'électeurs, mais plus dans une logique de la charte agenda des droits de l'homme dans la cité que la collectivité a signé, qu'on parle d'un tirage au sort parmi les résidents du territoire, ce qui fait qu'on on accepte la citoyenneté des moins de 18 ans et des sans-papiers, ou en tout cas sans droit de vote, même avec papier. Pour les échanges d'expériences, alors là, une proposition dans le cadre de la chaire, et Philippe, Gabriel les connaissent bien, on mène actuellement une recherche-action sur la question de la démocratie collaborative, et on a un certain nombre d'auditions, hein, parce que c'est intéressant de prendre appui sur les expériences françaises, mais on a des expériences bien amont dans d'autres pays du monde. Donc on va être amené à auditionner entre le 8, le 25 et le 29 octobre un certain nombre d'acteurs, Media Lab, Serge Bardy pour l'autre phase de la Commission nationale du débat public, puisqu'il lui, il est représentant du Parlement dans cette commission, mais aussi des urbanismes brésiliens. On va auditionner Jules Patnaud, qui est le responsable de la démocratie locale et du débat public à la ville de Montréal depuis plus de 15 ans. Et Montréal a des expériences très intéressantes en termes d'audience publique, en termes effectivement de conférences de consensus qui n'est pas celle qu'on construit en France. Voilà, donc en tout cas, la chaire vous ouvre grand les portes pour participation à ces auditions et on contribuera autant qu'on peut dans les travaux. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Bonsoir, Damien Durleman de la Jeune Chambre économique. Je constate avec plaisir qu'effectivement on est assez nombreux à vouloir rentrer immédiatement dans le concret. Malheureusement, c'est pas le thème de la soirée, mais ça montre effectivement tout l'intérêt qu'on a pour cette problématique. Je reviens sur le deuxième point que je vois, le souci de l'expression de tous les publics. On a la chance d'avoir sur Nantes un tissu associatif très fort. Je ne me souviens pas dans les présentations avoir entendu parler des associations, c'était certainement le cas. Est-ce qu'une idée ne serait pas de rassembler une partie de ces associations, d'en trouver des référents, soit dans leur président, soit dans les membres du bureau ou des personnes désignées dans ces associations-là, qu'elles mènent le débat en interne, de rassembler ensuite avec ces référents-là au sein du Conseil de développement de Nantes Métropole les différentes remarques qui ont été faites au niveau local,
et effectivement ensuite de voir les différentes propositions et de travailler sur ces propositions-là de manière plus concrète. Je pense que l'intérêt, effectivement, voilà, on est quand même quelques centaines de milliers sur la métropole. On a tous cette problématique qui nous concerne, on a envie de s'y impliquer, en tout cas une bonne partie. C'est impossible que le Conseil de développement, malgré tout son savoir-faire, puisse rassembler toutes les idées. Donc effectivement, ce tissu associatif peut être une bonne idée. Je reviens ensuite sur le côté, sur une des idées qui n'a pas été ensuite développée, sur la désignation de citoyens au hasard. Je trouve que effectivement, l'un des constats, c'est qu'en tant que citoyen, on n'est pas forcément toujours tenu à ouvrir la bouche, à dire ce qu'on a à dire. Je trouve que l'idée, même si elle mérite d'être creusée, est pertinente. Je trouve que c'est une bonne idée. Évidemment, tout le monde ne répondra pas présent, mais au moins, ça permettra de rassurer les citoyens, de se dire, oui, je suis consulté et je peux agir pour ma commune. Et le troisième point, effectivement, c'est sur le côté communication. Je pense qu'effectivement, l'une des possibilités serait peut-être d'ouvrir simplement une boîte à idées, un site internet, une boîte à idées voilà, animée par le Conseil de développement, où chacun puisse dire ce qu'il a à dire et faire ses propositions. Merci pour ces propositions. Est-ce que oui, un autre intervenant? Oui, bonjour. Bernard Forage de l'association Nexus. Moi, je souhaiterais personnellement qu'il soit mis en place la procédure des cahiers d'acteurs, ce qui a été fait pour l'interconnexion pour la LGV. Je pense que c'est une très bonne idée. Et puis, de cette façon-là, tout le monde peut y avoir accès. Ensuite, c'est vrai ce que disaient quelques personnes, là, le franchissement de la Loire intéresse un périmètre très très large. Hein. Et je souhaiterais qu'il soit introduit dans cette histoire de franchissement de la Loire l'étude de l'impact de la mise en œuvre de l'étoile ferroviaire nantaise. Car pour l'avoir fait, je peux vous donner l'assurance que ça provoque des reports considérables de la route vers le rail. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien qu'il soit introduit, je n'ai pas vu sur les plans, de projet de franchissement ferroviaire, que je crois tout à fait utile. Et donc, avec ces cahiers d'acteurs, on pourra les communiquer, parce qu'il ne faut pas toujours compter sur la presse pour reproduire vos plans. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, je redis bien, nous, on ne va pas solliciter de cahier d'acteurs, puisqu'on est chargé de faire des propositions de méthodologie pour organiser le débat public. C'est-à-dire les cahiers d'acteurs, moi je comprends parfaitement l'intérêt de ces cahiers d'acteurs, mais c'est pendant le débat public qu'ils devront effectivement être produits. D'autres questions ou d'autres commentaires? Oui. Oui, juste un rappel. Au moment de l'étude préalable à la réalisation du pont de Cheviré, il y a eu des études sur le franchissement de la Loire. On avait toujours la question du tunnel. Enfin, je me souviens, j'étais à Nantes depuis assez peu de temps. Il y avait toujours la discussion entre tunnel ou pont. Et je crois savoir qu'il y a eu des études du sous-sol à hauteur du tunnel où il y a l'actuel pont de Cheviré. Ça vaudrait peut-être le coup de les sortir du placard et peut-être de les actualiser. Je ne doute pas qu'elles doivent être dans les placards de... C'est pas tout à fait le même lieu et oui, on peut les sortir. Mais à un endroit, on peut ne rien trouver dans le sous-sol, puis 100 mètres plus loin, on peut retrouver. Ça marche, là, oui. Ok. Oui, oui. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit et proposé. Et je me demande s'il ne serait pas intéressant et éventuellement utile d'ouvrir un volet de consultation un peu particulier qui recueillerait l'avis des gens qui sont, enfin des gens ou des organismes ou des organes qui sont susceptibles d'accueillir des utilisateurs justement des franchissements de Loire. Je pense en particulier à ouvrir peut-être un volet spécial pour les gens qui accueillent des ouvriers, des employés, donc des chefs d'entreprise, des chefs d'établissements scolaires ou universitaires, des responsables d'établissements médicaux qui, eux, ont peut-être une vision particulière des problèmes d'accès
à leurs écoles, à leurs entreprises ou à leurs cliniques. Vous voyez, donc en mettant un tout petit peu l'avis de ces gens-là un petit peu à part pour voir comment ça s'articule avec l'avis des utilisateurs, en fait. Merci. Oui, pardon. Donc Jacques Brouard, je suis conseil de développement de Nantes et je suis de Sainte-Luce, Thoiret et Mauves. Moi, j'ai participé au débat public sur les éoliennes dans le cadre d'une association. Et ce qui est intéressant, je crois, pour nous, même en amont du débat public, mais dès maintenant, c'est de savoir que l'objet n'est pas de traverser la Loire, simplement. C'est de créer l'imaginaire de nos citoyens, y compris à Saint-Us, à Mauves, etc., par rapport à l'appropriation de notre cœur de Nantes. Et dans ce sens-là, je crois que c'est important, de réfléchir à la manière dont un habitant de Mauves, qui n'a pas forcément dans son quotidien le problème du franchissement, sauf peut-être au CHU bientôt, etc. Bon, mais comment tous ces citoyens de l'agglomération nantaise, et non pas simplement de Nantes, vont participer à cet imaginaire comme quelque chose qui leur appartient, et non pas comme quelque chose qui va abonder un centre-ville qui appartiendrait à des gens qui auraient les moyens d'y vivre et qui sont exclus. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez réagir, Gilles ? Je croyais l'avoir dit tout à l'heure, mais c'est évident pour tous ceux qui fréquentent Nantes, qu'ils habitent à Mauves, qu'ils habitent à Saint-Philbert-de-Grandlieu ou qu'ils habitent à Treillères. Donc tout le monde est à un moment donné concerné par le passage de la Loire, ne serait-ce que le périph', mais aussi pour aller à un certain nombre de destinations dans le cœur de Nantes. Donc comment y va-t-on? Comment y circule-t-on? Qu'est-ce qu'on y fait presque? Merci. Oui, oui, allez-y, présentez-vous. Nicolas Poineau, Fédération nationale des associations d'usagers du transport. Comme on le disait ce soir, on a une feuille blanche et à la fois pas blanche. C'est-à-dire qu'on a une feuille blanche pour réfléchir sur un projet et à la fois on a plus ou moins des orientations, hein, puisqu'on a 30 Mouchantenay et on a l'élargissement du Pont de Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est je ne suis pas contre à l'effet à ce que l'on pose déjà des bases, mais il faut que ces bases-là ne soient pas fixes tant sur l'emplacement de la desserte, ça veut dire pouvoir dans le temps décaler si les études montrent qu'il vaut mieux décaler par rapport au flux, et après le type de flux. Ça veut dire qu'il y a Nantes Métropole qui a donné une orientation avec son plan de déplacement urbain sur les différents modes qu'elle voulait mettre en place sur Nantes Métropole, les privilégiés, notamment le vélo et le transport collectif. Et donc, de ce fait, si on prend en considération les objectifs de Nantes Métropole, peut-être qu'il y a des ponts ou des franchissements ou des tunnels qui seraient décalés. Il faut prendre en considération ça. Et il faut que le monde associatif soit aussi acteur majeur. Il ne faut pas non plus aussi exclure le ferroviaire. Voilà. Bon, je redonne le calendrier. Hein. Nous, on nous demande effectivement de faire des propositions pour avril 2014. Et ensuite, il y aura un débat public d'organiser. Donc les décisions ne sont pas prises. Elles seront prises après ce débat public en particulier. Oui. Oui, Philippe. Éric Cavanas. Oui. Je suis journaliste à Presse-Océan et depuis 30 ans, je suis tous les aménagements, les petits ou grands, et je me permets d'intervenir parce que là, il s'agit donc d'une question de savoir comment mener la démocratie participative. Pas
pas décidé là, hein, si j'ai bien compris, quel franchissement, et même... Colle bien le micro. Hein. Oui. Et donc, en 30 ans, il y a eu quand même de gros efforts qui ont été faits, et on est passé aux réunions de concertation auxquelles j'ai assisté, ne serait-ce que pas très loin à Talensac pour différents aménagements. Et il y avait malheureusement, et pourtant il y avait une communication, bon an, mal an, 30, 40 personnes, si je ne compte pas les personnels de Nantes Métropole ou à l'époque de la mairie de Nantes. Et donc, toute cette évolution, je trouve ça très intéressant d'explorer de nouvelles façons de mener la démocratie, tirage au sort, Internet, réunion Tupperware. La question que je me pose, c'est comment sera pris en compte, hiérarchisé, étudié, toute la richesse d'informations qui sera recueillie pour qu'après l'élu prenne une décision la plus éclairée possible et que surtout le citoyen n'ait pas le sentiment d'être au bout du compte floué en nous ressassant toujours l'éternelle phrase « oui, mais de toute façon, c'était décidé d'avance ». Bien, bah écoute, merci de cette remarque, mais les propositions, c'est à nous de les formuler. Hein. Alors après, évidemment, le décideur, c'est Nantes Métropole, qui les retiendra en partie, en totalité, les enrichira éventuellement. Mais sur cette question de la hiérarchisation dans les modes de consultation, c'est le Conseil de développement qui va rendre un devoir en quelque sorte. Et donc, si ça t'intéresse, tu peux venir y participer, y contribuer. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui ? Oui, à propos des... Alors, c'est pas parce que je suis une femme et j'ai jamais participé à des réunions Tupperware, mais il me semble que dans les réunions Tupperware, il y a un produit qu'on vend. Donc, il y a un animateur qui vend un produit particulier. Et donc, comment est-ce que ça va s'organiser ? Est-ce qu'on va organiser une réunion Tupperware sur le tunnel, une réunion avec quelqu'un qui va promouvoir le tunnel, qui va faire la pub du tunnel, et est-ce qu'on va faire une réunion Tupperware sur l'élargissement du pont d'Anne de Bretagne, etc. Le principe de la réunion Tupperware me paraît un peu... je ne sais pas, c'est pas on va essayer de l'adapter à l'objet, oui, qui est celui d'une question générale de franchissement. Voilà. Alors, c'est Gabriel qui a les produits dans ses poches. Je voulais juste faire une précision. Là, on est en train très vite de brûler les étapes, comme à chaque fois. C'est-à-dire, pour l'instant, le rôle du Conseil, c'est de faire des propositions pour un débat public qui aura lieu après les élections, c'est-à-dire 2014-2015, pour des décisions qui seront prises 2015 ou 2016. Donc, restons calmes. Et justement, mettons à profit cette période pour peaufiner la méthode, pour faire des propositions à la communauté urbaine. On n'est pas déjà en train d'organiser le débat sur pour ou contre le tunnel, sur le pont transborder, sur l'autre chose. On est en train de faire des propositions sur la méthode. Après, ce sera la charge des élus, ce sera déjà bien assez compliqué pour eux à ce moment-là. Hein. Mais pour l'instant, ne brûlons pas les étapes. On n'en est pas encore à organiser le débat sur le sujet, quoi. On est sur faire des propositions. Donc c'est intéressant de réfléchir sur la manière dont on débat, comment vous avez vécu des débats publics, profiter de ces expériences-là pour enrichir les propositions, mais pas pour se mettre déjà dans la position de l'organisateur du débat, quoi. Alors, Jean-Bernard Monsieur Lugadet, Lugadet, oui. Association Nantaise Déplacement Environnement. Je voudrais savoir comment vous allez consulter les populations suivantes au hasard, le ragondin, le héron centré, la civelle, etc. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et je m'excuse de tenir le micro. Là, c'est les lecteurs de Saint-Sébastien sur les Nantes qui parlent. Est-ce qu'il s'agit de traverser sud-nord ou de traverser nord-sud ? Moi, c'est la question qui me préoccupe. Voilà, merci. J'aime beaucoup l'humour de M. Lugadet, mais il nous faudra des traducteurs pour consulter certaines des populations que vous avez évoquées. Quant au franchissement sud-Loire ou sud-nord ou nord-sud, les portes bien conçues servent d'entrée et de sortie, donc j'espère qu'on pourra... D'accord, ok. Est-ce qu'il y a encore des intervenants ? Oui. Pierre Brotte, oui.
Oui, Pierre Brotte, donc responsable du Conseil intercommunal de développement Sainte-Luce, Mauve, Thoiret. Je reviens un petit peu sur le calendrier, parce qu'en effet, on a tendance un petit peu à brûler toutes les étapes. Moi, je reste bien sur la mission qui est de dire, en gros, on a 6 mois pour formuler un petit peu un certain nombre de propositions pour bousculer la manière dont le débat public est engagé. C'est ça qui me semble intéressant. Et alors, ce que je vois d'intéressant aussi dans cette formule-là, c'est que je suis persuadé que cette réflexion, au-delà du thème sur lequel nous sommes aujourd'hui, bénéficiera à toutes les structures environnantes sur lesquelles parfois on est un petit peu en essoufflement ou en manque d'oxygène pour innover et pour avoir une participation donc beaucoup plus importante de la population. J'y vois notre intérêt aussi, c'est que les élus donc, de Nantes Métropole, qui ont sollicité un petit peu cette ouverture, un petit peu donc, en termes de préconisation, eh bien, inévitablement auront à cœur, de la même manière, sur des structures beaucoup plus localisées, eh bien, donc, j'allais dire, de développer un petit peu cette inspiration donc, de méthodes nouvelles. Et donc, je pense, une dynamique un petit peu sur la démocratie participative qui peut s'engager grâce à cette expérience sur tout le territoire. Par ailleurs, on a une période très favorable par rapport aussi donc, aux idées qui vont être émises. Merci, mais je crois que tu as raison. Oui. C'est un premier travail et on espère qu'il pourra servir ultérieurement sur d'autres consultations. Oui, Jean Renard, Conseil de développement. J'ai bien compris qu'on devait s'intéresser à la méthodologie et non pas aux infrastructures de demain. Il n'empêche que les leçons du passé devraient être retenues. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait déjà sans doute des études sur la géologie à l'aval de Nantes. Et donc peut-être n'est pas utile de les reprendre complètement. Mais je me souviens, ça c'est le privilège de l'âge, que dans les années 60, on avait décidé de mettre en place dans l'île de Nantes un centre directionnel. Qu'est-il devenu ? Le cœur de Nantes, ça ne se déplace pas comme ça. Notre collègue Jean-Pierre Branchot, dans une réunion, l'avait dit l'autre fois, qui dit que demain, le cœur de Nantes sera déplacé vers le sud, de part et d'autre du fleuve, alors que depuis le Moyen-Âge, il se tient plutôt sur la rive nord. Ce qui veut dire que le recours à des historiens compétents pourrait être utile pour les grands choix qui seront faits demain. Il est évident que le cœur historique de Nantes existera toujours. Hein. Et la question est de savoir si on maintient toutes les fonctionnalités qui y sont actuellement. Ça peut être un objet de débat. Est-ce que toutes les fonctionnalités qui sont dans le cœur historique doivent rester dans le cœur historique ou est-ce qu'on doit en déplacer certaines ? La question est ouverte. Hein. Mais le cœur historique aura toujours un autre caractère que l'île de Nantes. Hein. On n'efface pas des siècles d'histoire. Hein. Oui, encore une question, oui. Oui, Olivier Flamand, donc du Conseil de développement de Nantes Métropole. On est en train de débattre effectivement de la manière dont on va pouvoir consulter les gens, et je pense qu'une consultation ne peut pas se faire sans information. Donc j'espère bien que le Conseil de développement se penchera aussi sur la manière dont on pourra proposer que les citoyens soient informés avant d'être consultés. Parce qu'évidemment, consulter des gens qui n'ont pas été bien informés, ça ne sert pas à grand-chose. Et peut-être qu'à ce niveau-là, je voudrais savoir de la part de, par exemple, M. Retière, peut-être de la part de Laurent, quelle latitude sera donnée au Conseil de développement, justement, de proposer des manières d'informer. Est-ce qu'il y aura, on parlait tout à l'heure d'ouvrir les données, d'open data, est-ce qu'il y aura une transparence absolue et une ouverture totale de toutes les données pour faciliter ce débat ? Je crois que ça fait partie du sujet, effectivement. Si on veut bien examiner les différentes propositions, il faut avoir toutes les données. Donc, vous renouvelez les formes de participation, il faut peut-être renouveler un peu les formes d'information et de communication des données. Merci. Y a-t-il encore une remarque? Oui, Bruno. Oui, Bruno Dehaye du Conseil de développement de Nantes. Moi, je me pose une question, puisqu'il s'agit non pas de donner un avis. Cette saisine ne concerne pas un avis sur le franchissement, mais surtout sur la forme de participation citoyenne.
Est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus élargir et dire que d'une façon générale, la démocratie représentative s'essouffle? D'ailleurs, il doit y avoir un problème, puisqu'il y a un débat en ce moment au Sénat sur le cumul des mandats, auquel les sénateurs ne sont pas toujours favorables. Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, et là je m'adresse un peu plus directement à M. Retière, la démocratie représentative s'essouffle et on cherche d'autres voies. Alors il faudrait être assez sincère dans ce débat pour que réellement, et je sais que ce n'est pas facile, les citoyens puissent apporter leur voix aux décisions et ne se retrouvent pas face à des situations comme Notre-Dame-des-Landes. Et vous avez été choqué par le mot désastre. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, mais moi j'ai participé également à l'audition des jeunes du service civique. Ils ne croient pas beaucoup, alors ils ont une vingtaine d'années, ils ne croient pas beaucoup à la politique, aux élus. Donc c'est quand même les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Merci. Je vais donc passer la parole à Gilles Retière, à la fois par rapport à cette question de la démocratie représentative, mais en même temps, du coup, peut-être venir sur le sentiment que vous avez sur la réforme en cours. Donc vous savez qu'il y a une loi dite Acte 3 de la décentralisation, dont un premier volet a été adopté qui concerne les métropoles. Il y a un deuxième volet qui est en cours de débat entre l'Assemblée et le Sénat et qui va concerner les régions. Et puis il y aura un troisième volet probablement là du coup après les élections municipales qui complétera cette loi et la finalisera. Donc dans ce débat, les conseils de développement, je le dis, je le redis, ont agi pour voir leur reconnaissance confirmée et même peut-être leur rôle un petit peu amplifié. Ça a été fait dans le cadre d'un article dans le premier volet de la loi. Mais globalement, peut-être Gilles, qui a participé à ces travaux intensément, a peut-être quelques éléments à nous donner. Est-ce que cette loi est de nature à revitaliser la démocratie représentative, on va dire, puisque c'est cette question qui est un peu soulevée? Au vaste sujet, je ne sais pas si je suis en capacité de répondre à tout. Personnellement, je suis partisan d'avoir d'abord un mandat, et pas 36, hein, et de s'occuper de ce pourquoi on a été élu. Et donc, je crois que maintenant, sauf peut-être les sénateurs actuels, l'idée de ne plus cumuler me semble assez largement partagée. Et je crois qu'il faut s'y tenir. Un certain désenchantement vis-à-vis des élus qui ont été désignés par le suffrage universel. Peut-être, je ne nie pas qu'on puisse avoir ce type de propos, mais à eux, notamment dans les communes et dans les structures intercommunales, d'avoir des comportements de dialogue avec toutes les populations. On ne peut pas avoir raison seul. Un projet bien compris est certainement mieux utilisé ensuite. Et malgré la qualité de tous les services que l'on peut avoir, je ne suis pas sûr que tous les agents des collectivités locales aient la capacité de penser à tout. Et donc, le dialogue avec des personnes qui vivent la situation permettent d'enrichir les projets. C'est donc pour nous une nécessité. Je crois que c'est dans cet esprit-là que nous travaillons. Alors pour venir au débat sur la réforme, c'est vrai que depuis un an, je m'en suis pas mal occupé, oui. Pour vous dire tout de suite que d'entrée, dès le mois d'octobre et dès le mois de novembre, dans des réunions au plus haut niveau, hein, j'ai demandé ce que l'élection au niveau de la communauté urbaine future métropole soit faite au suffrage universel.
C'est ce qui m'était dévolu, parce que les autres grands maires et présidents préféraient que ce soit un petit jeune dans la fonction, quoi, qui pose la question au président de la République, au Premier ministre et au ministre. Et donc, ceci paraît acté maintenant dans la loi qui a été votée en première lecture. Au moins la moitié des conseillers communautaires seront élus en 2020. Mais nous étions trop près de l'élection de 2014 pour pouvoir changer les modes. Bon, bien essayé, mais ça ne marche pas. Pour 2014, ça ne va pas être si simple que ça, le fléchage. Enfin, le fléchage, le jour d'élection, ça va, mais 2 ans, 3 ans après, parce que nous, on voit, le conseil communautaire, il y a des changements sans arrêt, il y a des personnes qui arrêtent. Alors, c'est le suivant qui... Alors, le suivant, est-ce que c'était bien celui-là qui a été prévu? Enfin, ça ne va pas être si simple que ça. Donc, moi, je crois que la communauté urbaine qui deviendra métropole a maintenant une réelle importance dans la conduite d'un certain nombre de politiques pour qu'il doit y avoir une élection au suffrage universel. Votre président s'est exprimé dans une tribune et je l'ai dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu pendant la saison, mais je n'ai pas réussi pour 2014. Je pense que c'est là l'un des objets des débats en seconde lecture, qu'on le maintienne. On maintienne. Il y a un grand nombre d'élus, plutôt ruraux, qui craignent que cela s'applique à toutes les communautés de communes et communautés d'agglomération. Donc aujourd'hui, ce sont les métropoles qui seront élues de cette façon-là. Ça pose un problème. Ça pose un problème vis-à-vis des maires. Hein, parce qu'il n'est pas dit qu'un maire d'une commune de l'agglomération soit élu au conseil de développement. Au conseil communautaire. Conseil communautaire, vous avez bien suivi. Vous avez bien suivi. Donc, apparaît dans la loi, alors je ne sais plus comment c'est conférence des maires ou conseil des maires, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on en instaure un autre mode de gouvernance, parce que c'est une intercommunalité. Et ça ne peut pas être un échelon qui décide en disant, ben voilà, dans la commune de La Chapelle-sur-Erdre, je prends parce que tu es là, hein, eh bien, la communauté urbaine a l'intention de faire ça. Mais ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un accord avec le maire et une compréhension avec le maire. Et c'est vrai pour toutes les communes. Donc, il faudra qu'on trouve ces articulations. On a vécu 2 mandats de communauté urbaine. Et on sent bien que la communauté urbaine prend maintenant sa stature et qu'il est nécessaire de dialoguer avec, je dirais presque l'ensemble des conseillers municipaux. Parce que vous pouvez faire le test. Hein. Un conseiller municipal de base, il ne sait pas forcément ce que fait la communauté urbaine, même quelles sont les grandes orientations. Et encore plus au niveau des citoyens. Donc, 2020, les choses seront plus claires. Il y aura un programme métropolitain. Il y aura un chef de file qui sera désigné comme étant le futur président de la métropole. Cette fois-ci, on n'est pas là-dessus. On désigne d'abord des maires. Puis après, il émergera à partir des représentations un président. Et bon, les politiques elles peuvent être annoncées dans des programmes municipaux, mais l'élection se fait commune par commune. Et on sent bien que le dialogue doit se faire à l'échelle de l'ensemble du territoire. Peut-être fractionner un peu les territoires. Nous, on a l'habitude de travailler avec les 8 ou 10 communes du sud-ouest, avec les 4 communes du nord-est, encore que nous souhaitons travailler Mauves, Thoiré, Sainte-Luce, Carquefou, avec Saint-Joseph-de-Porterie et avec Doulon, parce que pour nous, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Donc, vous voyez qu'on est en train d'inventer un peu des géographies pour organiser ces dialogues en différents niveaux. Ensuite, sur la loi, le gouvernement souhaitait au départ tout régler.
le rôle des grandes villes, le rôle des régions, le rôle des départements. Ça faisait une loi de 100 et quelques articles, je crois. Enfin bon. Et donc, après avis du Conseil d'État, il a été décidé de fractionner en 3. Premier débat sur les grandes villes, ensuite débat sur les rôles des régions, et puis ensuite débat sur un peu tout le reste, les départements, les communautés, ainsi de suite. Bon, donc pour ce qui nous concerne, nous sommes avec une loi qui est votée en première lecture, qui a fait des... Je le dis, même si ça ne nous concerne pas, qui a fait un cas particulier pour Lyon. Et il y avait un accord local entre le président de la communauté urbaine de Lyon, Gérard Collomb, et le président du Conseil général du Rhône, Mercier, je ne sais plus comment se souvient son prénom, et chacun voulait avoir... et donc Lyon a pris toutes les compétences du département, en communauté urbaine. Ensuite, le gouvernement a voulu mettre de l'ordre à Marseille. Bon, vous voyez un peu les problèmes à Marseille. Donc, au Sénat, il a été décidé contre l'avis de beaucoup d'élus locaux de Marseille, de faire une métropole marseillaise en fusionnant 6 communautés, en fusionnant pour régler tous les sujets. Et le Sénat n'a pas abordé la région parisienne. Mais les députés l'ont abordé en juillet. Et la région parisienne, bon, il y a Paris. Paris, et j'entends souvent, Paris ne s'occupe de ce qui est à l'intérieur du périphérique et le reste. Et entre les départements de l'approche banlieue parisienne, il y a de telles disparités. Et même à l'intérieur d'un département comme le 93, il y a de telles disparités. Il n'y a pas une seule communauté urbaine dans ces départements. On est dans des communautés d'agglomération qui gèrent des services à la population. Enfin, il n'y a pas... Et donc, le gouvernement, en débat avec les députés, ont décidé qu'il y aurait une métropole parisienne, de façon à ce que tous les sujets soient abordés. Tous les sujets, notamment, c'est... En gros, la métropole n'apporte pas beaucoup plus de compétences que ce que nous avons déjà. Mais ce que nous avons déjà, c'est l'urbanisme, par exemple. C'est-à-dire que les règlements d'urbanisme sont faits à l'échelon métropolitain. Ce sont les transports, parce que demain, je reverrai sans doute Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois. Dans le 93, entre Clichy-sous-Bois et Saint-Denis, c'est le jour et la nuit. C'est pas... Dans un cas, on a 4 lignes de métro, puis dans l'autre cas, on a un bus qui va tant bien que mal, quoi. Donc, il faut qu'il y ait des solidarités qui s'organisent au plan local. Ça ne peut pas être... Nous, des élus de province, on souhaitait cette évolution sur la région parisienne, par similitude avec ce que nous avons vécu ici. Nous, on a réussi à régler un certain nombre de problèmes dans l'agglomération nantaise. Et à Lyon, ça s'est amélioré, à Bordeaux aussi. Donc, c'est ce schéma qui a été repris. Ensuite, sur les compétences, je disais tout de suite, il n'y a pas d'événement majeur pour nous. Ce que nous voulons, nous, métropole, c'est être en dialogue constructif avec les régions. C'est-à-dire être reconnu par les régions, notamment sur un certain nombre de sujets, enseignement supérieur, recherche, innovation, développement des entreprises qui ont du potentiel économique et du potentiel de développement en termes d'emploi. Là-dessus, c'est la région, mais nous voulons, nous, être présents. On prépare un schéma de développement universitaire nantais. On en discutera avec la région et aussi avec nos amis rennais. Donc on est, nous, dans cette dynamique-là. On a un certain nombre de sujets sur lesquels on voudrait bien que la région nous permette soit de faire, soit de participer sur la gestion de lignes de tram-train peut-être, ou de tram. Je ne sais pas, on pense à Nantes-Carquefou par exemple. Nous, oui. Nantes-Carquefou, est-ce que c'est obligatoirement la région? Nous, on peut aussi faire. On veut des gares dans la centralité nantaise. Donc on veut avoir la capacité d'avoir une compétence ou la reconnaissance par la région de la nécessité d'avoir ceci dans l'urbain et pas simplement dans les déplacements de ville à ville. On a des débats sur
l'habitat, le logement, la politique de la ville, parce qu'à Nantes, on est déjà pas mal avancé. Et ce qu'on nous dit parfois dans les discussions qu'on peut avoir, ah ben oui, mais à Nantes, ça va. Déjà, si tous les autres étaient à ce niveau-là, ça irait bien. Si vous voulez faire encore mieux, peut-être par délégation de l'État. Donc, on est en train de discuter cela. Demain, on voit Marie-Lise Branchu qui vient. On va essayer de faire quelques amendements complémentaires sur ce qu'est la loi actuelle. Mais aujourd'hui, on a 14 métropoles. Alors, je ne sais plus si Nice est dans les 14 ou pas. On a les plus grandes villes de France qui seront en métropole. Pour nous, il n'y a pas une évolution majeure, mais pour Rennes, par exemple, c'est quelque chose de considérable, parce que Rennes est en communauté d'agglomération et ils doivent faire un saut sur pas mal de compétences. Donc c'est aussi ça, c'est à l'échelon français faire en sorte que tout le monde monte d'un cran dans la prise de compétences à l'échelon communautaire. Il y a notamment un grand débat sur le PLU unique pour l'ensemble des communautés jusqu'à une strate qui reste à fixer. Mais ce sont des débats qui agitent fort l'Association des maires de France. Parce que là, on a des maires de taille un peu plus petite. Pour nous, il n'y a pas de problème. On a réussi à dépasser notre point de vue local. On a un projet global et on l'adapte sur chaque territoire. Et on veut être dans la relation avec les régions pour créer une force sur l'ensemble du territoire régional et interrégional. C'est ça que l'on cherche. À un moment, il y a eu des débats à propos des relations entre les grandes villes et les départements. Nous, c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas si le département fait bien son affaire, c'est pas l'après. On n'est pas en train de mégoter sur tel ou tel. Le seul point sur lequel nous sommes attentifs, c'est la politique de la ville, l'insertion par l'économie. L'État a l'air d'avoir mis ça un peu au hasard, mais il y a un certain nombre de sujets qui sont bien traités quand ils sont traités localement. Je ne sais pas si le principe de subsidiarité existe là-dedans, mais quand on peut bien faire localement, ce n'est pas la peine de transférer à l'échelon au-dessus. Voilà un peu dans quelle disposition on est. Merci Monsieur le Président. Je pense qu'on peut effectivement le remercier de sa présence et de sa participation à nos travaux. On va clore notre séance là, on va aller prendre un petit verre de l'amitié. Je rappelle simplement qu'on a une première séance pour travailler sur la saisine le 30. Donc soyez aussi nombreux si possible pour engager les travaux. Et pour ceux que ça intéresse, demain, il y a un colloque qui se tient à la Trocardière sur villes et banlieues. Donc c'est un point sur cette longue histoire des villes et des banlieues. Voilà, merci en tout cas à tous d'avoir été là. Bonne soirée.